Allez, nous démarrons. Prenez place. Merci. Bienvenue au Centre culturel Anaïs Simon Drahi. Bienvenue à l'Axil pour cette conférence que nous attendons tous. Merci d'accueillir notre amie Mona Jafarian. Ainsi que notre ami Steve Najjar, que vous connaissez tous. Voilà, on est en famille ce soir. Mona, on a un peu l'impression d'être en famille. C'est la deuxième fois que tu viens et c'est toujours un grand plaisir et un honneur de te recevoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Comme tu le sais, ici, à l'Axil, nous sommes une communauté très engagée. On a pris des engagements qu'on tient, notamment à attendre, à prier et à prononcer le nom des otages du Hamas pendant tous ces 2 années. Et il en reste encore 15 à ce jour, peut-être 2 qui seront restitués ce soir, donc peut-être 13. Donc on est évidemment très respectueux de cet engagement. C'est exactement ce pourquoi, et notre mission, c'est exactement ce pourquoi on peut aussi travailler ensemble. Alors des engagements, toi tu en as beaucoup, tu es une femme d'engagement, tu es une femme de courage. On peut saluer à nouveau. Tes interventions sont toujours remarquées. Tu es présente, tu es fidèle, toujours aux côtés de la communauté juive, aux côtés de toutes les actions qu'on peut mener, des institutions, des collectifs, que je salue également, car le travail des collectifs a été exceptionnel pendant ces 2 dernières années. Et donc je voulais non seulement saluer ton courage, ta fidélité, mais ta constance. Quand on s'est vu la première fois, c'était en mai 2024 de mémoire. Tu avais déjà interpellé le sénateur Carucci qui était présent dans la salle en lui disant « Mais sénateur, il faudrait placer le régime des mollahs sur la liste des organisations terroristes. » Et là, je ne trahis aucun secret, mais on s'est encore vu là maintenant avec le sénateur Carucci et tu lui as refait une demande. Donc c'est bien, tu es constante. Donc ce soir, nous allons échanger avec Steve, notre ami Steve, sur évidemment tes actions, tes convictions, les prises de position que tu prends, et sur ton livre, Mon combat. Donc tu vas nous décrire un petit peu tout ce que tu as non seulement écrit, mais pensé, réfléchi sur ce fameux combat, sur la lutte des Iraniens, sur le fait que quelque part, la clé, et c'est pour ça que nous avons choisi ce titre-là à cette conférence, la clé pour le monde occidental et pour le Moyen-Orient peut se jouer en Iran. Et sur la lutte du peuple iranien, je retiens juste une chose, c'est cette similarité entre les peuples iraniens et israéliens, cette résilience. Donc, je vous laisse la parole. Nous nous retrouvons ensuite pour des questions-réponses avec le public, et puis tu dédicaceras ton livre. Merci d'être là encore. Merci Harry, bonsoir à tous, bonsoir Mona. Merci Harry de m'avoir proposé d'animer cette conférence que je fais avec grand plaisir, et je suis particulièrement ravi de vous rencontrer ce soir parce qu'il me semble que vous êtes une personnalité dans le débat public particulièrement singulière. Vous êtes, et je reçois beaucoup de gens qui sont plus ou moins experts du Moyen-Orient, vous êtes l'une des rares voix à dresser dans le débat public un pont entre la France et l'Iran, entre Israël et l'Iran, et à dessiner dans le même temps l'horizon d'un autre Iran. Et ça, c'est très très rare, j'en connais peu. Et c'est avec ça que je voudrais démarrer cette soirée, cet échange. On est presque jour pour jour après 2 ans de guerre entre Israël et le Hamas. On considère assez largement qu'Israël sort sur le plan militaire considérablement renforcé dans la région depuis 2023, mais en même temps sur le plan diplomatique particulièrement isolé. Je voudrais pas vous interroger tout de suite sur ça, je voudrais renverser la proposition. Est-ce que vous pensez, Mona, que l'Iran est à la fois aujourd'hui plus faible stratégiquement et plus isolé sur le plan international, tout en étant fragilisé sur le plan intérieur? Bonsoir à tous, merci d'être là. Alors moi j'aime bien dire la République islamique et pas l'Iran, parce que je différencie vraiment
les deux, puisqu'on considère que la République islamique est un véritable régime d'occupation aujourd'hui en Iran. Moi, je le dis et je le répète assez souvent dans mes conférences et dans mes prises de parole, Israël a détruit en 2 ans ce que Khomeini puis Khamenei avaient mis 40 ans à construire. Et ça, c'est une réalité, c'est factuel. Donc, effectivement, aujourd'hui, Israël peut paraître isolé diplomatiquement, mais la réalité est très différente. Parce que ce que ne disent pas la majorité des pays arabes de la région, c'est que finalement tout le monde attendait un peu que ça, de pouvoir régler son compte au Hamas, de pouvoir balayer et isoler la République islamique, et de pouvoir avancer dans les accords d'Abraham, parce que la majorité des pays arabes aujourd'hui, notamment les pays du Golfe, ça les emmerde, c'est une vraie épine dans leurs pieds, et eux, ce qui compte, c'est le business, d'avoir des relations pacifiées et de pouvoir avancer. Donc, moi, je serais assez... j'emploierais pas ce mot d'isoler, parce que effectivement, si on compare par exemple à l'Occident et à l'Europe, oui, on peut parler d'isolement, mais je le dis aussi souvent, l'avenir de la région va se jouer là-bas, et très certainement malheureusement sans les Européens, qui sont complètement passés à côté de ce qui s'est passé. Maintenant, si on prend juste le cas de la République islamique, effectivement, vous savez, justement, il y a quelques années, on courait après les députés et les sénateurs en leur disant, s'il vous plaît, sanctionnez le régime, s'il vous plaît, soutenez-nous. Et je pense que le monde est vraiment passé à côté des révoltes de 2022, parce qu'on avait une occasion en or de pouvoir soutenir le peuple iranien et d'en finir avec ce régime qui était vraiment à genoux à l'époque. Malheureusement, on était encore dans un esprit mondial de désescalade et de négociation avec le régime, alors qu'aujourd'hui, on a même réussi à faire Emmanuel Macron déclencher des sanctions à l'ONU, notamment ce qu'on appelle le mécanisme de sanctions snapback à l'ONU. Donc là, Khamenei est très affaibli sur le plan nucléaire, même si il a encore dit que ça n'avait pas du tout atteint ses capacités nucléaires. Il est très affaibli sur son réseau de proxy terroristes, qu'il a quasiment perdu en totalité, dont les 2 plus importants qui sont quand même Assad, qui est complètement parti, et le Hezbollah, mais on en parlera plus tard, qui malheureusement se reconstruit dès maintenant. D'un point de vue économique, ils sont terriblement isolés, donc ça aussi on en reparlera, mais aujourd'hui leur seule bouée de secours reste la Chine, donc c'est vraiment la Chine qui les maintient. Mais c'est un régime qui vit avec la peur au ventre, puisqu'on a un peuple de plus en plus protestataire et constant dans sa volonté de faire tomber le régime, et aussi dans la peur parce que la guerre de 12 jours a montré à la République islamique que jusque dans les plus hauts rangs de son régime, le Mossad était infiltré, notamment cette anecdote, je pense que tout le monde connaît désormais, que Ahmadinejad avait révélé, mais Khamenei, face à la peur de l'infiltration du Mossad, va créer une cellule en Iran de lutte contre le Mossad et des infiltrations israéliennes. Et il s'avère que le régime s'est rendu compte que le chef de cette filiale était lui-même du Mossad et que les 20 plus haut gradés faisaient également partie du Mossad. Donc, on se rend bien compte à quel point les capacités de renseignement et d'action israéliens ont été très perturbants pour la République islamique, d'autant plus qu'il y a un élément très marquant, c'est qu'il y a une véritable coopération entre le peuple iranien et les services de renseignement israéliens. Et on l'a vu pendant la guerre de 12 jours, puisque les drones qui ont servi à frapper le régime ont été construits en Iran par des Iraniens avec les instructions du Mossad et des imprimantes 3D, donc ce qui est assez exceptionnel. On va revenir dans un instant sur la guerre des 12 jours. Mona, quelle est la perception des Iraniens d'Israël? Comment est-ce qu'ils voient Israël? Comment est-ce que les minorités iraniennes sont particulièrement sensibles à l'intérêt que leur porte Israël sur le plan géopolitique? Alors, je peux pas parler pour la totalité du peuple iranien, mais en tout cas pour une très grande majorité d'entre eux, et je pense que l'indicateur le plus révélateur a été effectivement cette guerre de 12 jours, puisque les gens scandaient aux fenêtres pendant les bombardements « mort à la République islamique, mort à Khamenei ». Personne ne scandait mort à Israël à sa fenêtre. Il y a une véritable propagande qui a été mise en place à ce moment-là, et le régime a senti qu'il perdait la bataille de l'opinion publique, puisque les gens se sont rangés derrière Israël, et la République islamique a décidé de mettre en avant le patriotisme. Donc de cataloguer tout Iranien qui soutiendrait Israël dans les bombardements comme des traîtres à la nation. Donc du jour au lendemain, on a vu Khamenei parler de l'Iran et non plus de la République islamique, d'invoquer Cyrus le Grand, de parler de notre histoire, sachant que c'est des choses qu'ils ont totalement interdit pendant des décennies. Ils nous ont interdit notre iranité. Et quand ils ont vu que ça ne marchait pas, ils sont passés dans la deuxième phase, comme d'habitude, la répression. Donc quiconque like, commente, partage un post critiquant la République islamique ou étant bénéfique à Israël, eh bien risque la peine de mort. Et d'ailleurs, il y a eu
des milliers, on dit 21 000 personnes ont été arrêtées juste après la guerre de 12 jours et enfermées. Donc je dirais qu'aujourd'hui, les Iraniens, pour une majorité d'entre eux, sont pro-israéliens. Pour plusieurs raisons. D'abord, il y a l'histoire commune, hein, que je ne vais pas rappeler ici, mais que beaucoup connaissent. Il y a les similitudes culturelles. Vous savez, moi, quand je parle avec des Juifs, ils me parlent souvent de peuple de lumière, et c'est très drôle puisque nous, les Iraniens, on s'appelle nous-mêmes un peuple de lumière. Il y a énormément de choses dans la manière de vivre, dans la manière de penser, dans le fait que on est peut-être les seuls peuples démocratiques de la région, avec une vraie soif de laïcité, de progressisme, etc. Sauf que Israël, bon, vous avez la chance que ce soit une démocratie et nous, pas encore. Et puis, il y a aussi les intérêts stratégiques, parce que il y a deux peuples, pour moi, qui mènent une véritable guerre existentielle aujourd'hui. C'est le peuple iranien et le peuple juif. Et je pense que tout ça combiné a fait que cette solidarité est née et que malgré les assauts, les menaces, la violence qu'on subit en tant qu'Iranien, quand on prend le parti d'afficher clairement ce que les gens disent en Iran, eh bien, on tient bon. Et l'indicateur, je pense, le plus révélateur, ça a vraiment été le 8 octobre. Donc, on est vraiment au lendemain des attaques du 7 octobre. Donc, déjà, nous, le 7 octobre, on réalise qu'il y a des terroristes qui parlent persan. Donc, on voit clairement qu'en fait, il y a des Iraniens dans ces commandos. On sait que 500 combattants du Hamas et du djihad islamique ont été envoyés 3 mois plus tôt suivre un entraînement intensif à Téhéran. Et ils étaient passés par la Syrie. On sait que le vendredi, juste avant les attaques, le Hezbollah, le djihad islamique, le Hamas et la République islamique ont une réunion. Donc, on imagine que c'est lors de cette réunion cruciale qu'ils vont donner le go, sans savoir finalement quand Signe Noir allait lancer l'attaque. Mais en tout cas, c'est là que se décide qu'il faut qu'il y ait, alors j'ai le mot en iranien, Al-Aqsa, comment ils appellent le nom d'opération? Voilà, merci. Donc en fait, on comprend tout de suite à quel point la République islamique est impliquée, et donc le 7 octobre a lieu les massacres. Le 8 octobre, dans les stades de foot en Iran, on distribue des drapeaux palestiniens. Donc la République islamique tente de distribuer des drapeaux palestiniens pour que les Iraniens commencent à agiter les drapeaux pour saluer l'opération terroriste. Et là naît un slogan qui depuis est devenu assez connu mondialement, c'est que les Iraniens ne brandissent pas ces drapeaux et scandent « Prends le drapeau de la Palestine et fous-le-toi dans le ». Donc on a des stades entiers avec des milliers de personnes qui se mettent à scander ça. Donc ça fait le tour des médias internationaux et tout le monde se dit mais c'est incroyable, on n'aurait jamais imaginé. Et je pense que c'est là où il y a cette cassure où le monde se dit finalement il y a la République islamique et il y a le peuple iranien. Et depuis, les Iraniens n'ont cessé de scander, un des slogans les plus scandés, c'est ni Gaza, ni Liban, je ne donnerai ma vie que pour l'Iran. Donc c'est assez clair sur la position iranienne. Vous parliez de convergence, on va revenir sur la guerre des 12 jours, mais vous parliez de convergence entre les peuples iraniens et juifs. Quel est le rôle que joue la diaspora juive iranienne, notamment aux États-Unis, et la diaspora iranienne en Israël? Oui, alors le chemin a été long, hein, et parfois un peu douloureux. Moi, je peux vous raconter après le 7 octobre, je crois que c'est le 9, où il y a une manifestation qui est organisée au Trocadéro. Et donc nous, on voit l'appel à manifester passer parce que forcément, dans l'équipe Femmes Azadi, on a plein d'amis juifs, donc on voit qu'ils partagent dans leur story cette manif. Et très naturellement, on se dit, on va y aller. Il faut qu'on y aille. Il faut absolument qu'on aille leur dire qu'en tant qu'Iranien, on est avec eux et qu'on soutient absolument pas ce qui s'est passé. Et pour vous dire le chemin qui a été fait depuis 2 ans, et j'en rigole souvent avec la personne avec qui c'est arrivé, mais quand on arrive avec nos drapeaux iraniens, on se fait barrer la route par les CRS, et donc on a le service d'ordre juif qui est là, qui s'énerve, qui nous insulte. J'ai une amie à moi qui se fait cracher dessus, et on lui dit, mais cassez-vous avec vos drapeaux, on veut pas de la République islamique. Donc c'est hyper perturbant pour nous, parce que nous, on arrive en disant, quel est le problème? Et là, en fait, on se prend une espèce de haine où j'essaye d'expliquer. Donc, je montre une affiche que j'ai dans les mains où il y a écrit Hamas terroriste, Khamenei complice, machin. Et donc, le CRS panique, il dit non, on comprend pas très bien ce que vous êtes, non, machin, machin. Et finalement, à force de dialogue, ils nous disent ok, vous passez. Ah non, c'est un drapeau. Donc, il y a un drapeau au loin israélien cousu avec un drapeau iranien. Et là, je dis, mais regardez. Et donc, ils voient les drapeaux. Et puis là, ils comprennent rien. Ils disent, mais pourquoi il y a des Iraniens ici? Mais qu'est-ce qu'ils veulent? On comprend rien. Et finalement, ils nous laissent passer. Donc, on avait moins de drapeaux que prévu, moins d'affiches. Mais en tout cas, on a réussi à passer. Et en fait, là, il se passe quelque chose d'assez exceptionnel puisque les premières 10 minutes, les gens se retournent, se regardent. D'ailleurs, j'étais très triste parce que j'ai remarqué qu'il y avait que des Juifs à la manifestation, alors que je pensais j'allais voir des Français, enfin pas que les Juifs soient pas français, mais on se comprend. Et là, donc tout le monde est un peu sceptique, ils regardent nos drapeaux, mais vous êtes quoi? Alors souvent, on nous prend pour des Mexicains à cause des couleurs.
Et donc là, on arrive avec nos pancartes où il y a écrit « Je suis iranienne, je vous soutiens ». Et donc là, tout le monde autour de nous commence à comprendre et il se passe quelque chose d'assez incroyable. Vous allez voir, il n'y a pas que Moïse qui peut le faire, même les Iraniens. La foule s'ouvre en deux. Et là, on a une ovation et tout le monde se met à pleurer. Nous, on pleure. Les gens pleurent et en fait, on se tombe dans les bras les uns des autres. Et 2 ans après, comment vous vivez le fait d'être une personnalité attendue à chacune de ces manifestations? Moi, je le sais, je ne sais pas si on parle de la même personne, mais Franck Tapiro, que je vois assez régulièrement, me parle souvent de vous en me disant « Mona sera là, Mona sera là, Mona sera là ». Le fait, je ne sais pas si le monsieur tout à l'heure, enfin, vous posez une question à propos d'une présence à un événement, mais le fait d'être, vous étiez accueilli très froidement la première fois, c'est ce que vous nous dites là, 2 ans après, vous êtes une des personnalités attendues parmi d'autres. Qu'est-ce que vous ressentez face à ça? On a partagé tellement. Ce qui s'est passé pendant les 2 ans, je le dis, ça a été terrible, ça a été hyper violent. On a vu le monde basculer. Et moi, je dis toujours, il y a quand même quelque chose qui est ressorti de tout ça, c'est qu'il y a une amitié qui est née entre 2 peuples. Et cette amitié, elle est indestructible aujourd'hui. Et quelle que soit la violence, la propagande et tout ce qui se passe, on est, d'ailleurs, Franck Tapiro avait inventé ce hashtag « seul mais ensemble ». Et désormais, on est 2 à pouvoir dire, on est tous les 2 seuls, mais finalement, c'est pas mal, on est ensemble. Et les Juifs, vous êtes pas beaucoup. Mais nous, on est beaucoup. On est beaucoup, on est un grand pays. Donc, on sait que le jour où ça va basculer, où nous, on va y arriver, ça va vraiment changer toute cette dynamique mondiale. Je suis plus pessimiste, finalement, sur le sort de l'Europe et de l'avenir de l'Occident que je ne le suis pour le Proche et le Moyen-Orient, moi. On va revenir sur la France et l'Europe et le péril islamiste que vous évoquez assez régulièrement. Je voudrais qu'on redise encore un mot sur la guerre des 12 jours, ces frappes à la fois sur des sites balistiques et nucléaires iraniens. Comment vous expliquez, Mona, que le régime iranien était pris à revers par ce qu'on a appelé la stratégie la doctrine de la pieuvre israélienne, c'est-à-dire couper chacune des tentacules? Vous évoquiez tout à l'heure le Hezbollah, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak, le régime Assad en Syrie, pour ensuite finalement s'attaquer directement au territoire iranien. Comment vous expliquez qu'ils aient été pris presque, j'allais dire aussi facilement, en tout cas de manière aussi spectaculaire et de manière aussi efficace? Je pense qu'ils ont vraiment, oui, été surpris, puisque d'ailleurs, je pense qu'il y a des nouveaux documents qui ont été trouvés par l'armée israélienne qui montrent très bien qu'en fait, le plan initial de Khamenei avec ses proxys, c'était d'attaquer simultanément depuis 7 fronts différents Israël et de pouvoir causer un maximum de tort. Alors, ils étaient conscients qu'ils n'arriveraient pas à briser militairement les Israéliens, mais ils pensaient faire assez de dommages pour briser de l'intérieur la société israélienne et qu'en fait, il y a une espèce d'effondrement et utiliser les victimes civiles notamment gazaouis, pour pouvoir faire basculer le monde en leur faveur et en faveur des proxys terroristes. Donc ça, c'est très important. Mais je pense que la manière, et un jour, je pense qu'il y aura une série ou un film là-dessus, c'est que ce qu'a fait Israël, je trouve qu'on n'en parle pas assez. L'opération des Beepers, la guerre de 12 jours, la manière dont les frappes ont été menées, où les choses se sont mises en place en Syrie pour permettre la chute d'Assad, en fait, tout a été tellement calculé avec un niveau de renseignement et de connaissance du terrain qui laisse quand même sans voix. Et je pense que même les protagonistes, le jour où Noir, il lance son 7 octobre, il n'imagine pas qu'il est en train de signer non seulement sa propre fin, mais la fin de tous ses alliés, de tous ses financiers. Et finalement, je pense que le seul qui reste debout et qui va rester debout à la fin des conséquences, c'est le Qatar. Ça va être vraiment la plaie qui va rester, mais je suis persuadée, et j'en suis vraiment sûre, la République islamique, elle, va tomber, et tous ces acteurs-là ont été vraiment surpris, non pas par la capacité militaire qu'ils connaissaient déjà, mais par la capacité d'infiltration et de renseignement du gouvernement israélien, enfin des services du Shin Bet et du Mossad. Est-ce qu'on néglige la puissance de feu de la guerre qu'on appelle la guerre cognitive ou la guerre informationnelle? Alors, on parle beaucoup des agissements de la Russie, notamment en France. Et est-ce qu'on néglige l'action cyber menée par la République islamique justement pour essayer de déstabiliser les sociétés? Vous le disiez, frapper Israël, certes, mais aussi essayer de déstabiliser la population israélienne en lui expliquant que son destin a été tracé avec des lettres de sang.
Oui, la République islamique et la Russie, de toute façon, sont alliés. Donc, tous les investissements qui sont faits en cyberattaque, en fake news, en propagande, sont faits conjointement aujourd'hui. Mais la République islamique a vraiment étendu ses tentacules, effectivement, en Occident, et j'en parle beaucoup dans les médias, dans les universités, dans les associations pro-palestiniennes, dans des influenceurs qui agissent sur les réseaux sociaux, dans les médias. Également, on a des journalistes très connus aujourd'hui qu'on voit, nous, tous les jours dans les médias, et on sait qu'ils travaillent pour la République islamique, mais malheureusement, c'est toujours compliqué. Vous savez le nombre de fois où on m'a traité de folle, de psychopathe, alors que finalement il y a des choses qui se sont révélées vraies. Mais là où la République islamique a été aussi particulièrement dangereuse, c'est qu'ils ont quand même réussi aussi à infiltrer la société israélienne. Notamment, il y a plusieurs opérations qui ont été menées. Il y en a une dans les premiers temps de la guerre, après le 7 octobre, où en fait les services israéliens se sont rendus compte que des agents de la République islamique avaient utilisé des femmes iraniennes pour séduire des soldats de Tsahal, pour connaître les positions, pour pouvoir les frapper, et ça avait causé des pertes au niveau israélien. Ils ont également, vous savez, on estime qu'il y a entre 1 et 3 espions qui sont arrêtés chaque semaine en Israël et qui travaillent pour la République islamique. Donc c'est une véritable guerre, et pour le coup, autant militairement la République islamique ne fait pas le poids contre Israël, autant sur ce jeu de propagande, d'infiltration et surtout de guerre médiatique, malheureusement pour moi, la République islamique a gagné, et le narratif qui est le leur et que nous on retrouve, parce que c'était exactement la même chose en 79 avec Khomeini, c'est-à-dire ces figures anti-impérialistes, anti-colonialistes qui tiennent tête à l'Occident et qui sont aujourd'hui les vrais révolutionnaires. Eh bien, ils ont réussi à le mettre en place, et on le voit tous les jours dans nos rues, dans nos médias, partout. Et ça, je pense que ça va être le plus difficile à rattraper pour nous tous. Vous pensiez à quoi précisément lorsque vous évoquiez un narratif iranien, enfin du régime islamique iranien, qui parfois est diffusé par des journalistes, des chercheurs? Moi, je pense à un chercheur en particulier qu'on a vu d'ailleurs, je le suis pour d'autres raisons, qu'on n'a pas entendu pendant 2-3 ans, et qui brusquement est ressorti au mois de juin. Il a fait tout un tas de médias, je peux pas dire son nom ici, mais surprenant. Je ne sais pas si on pense à la même personne, mais en tout cas, est-ce que vous avez l'impression que, sans le savoir, le narratif iranien, parfois, se développe au sein de médias français, ou en tout cas de médias européens, sans qu'on le sache, évidemment? Oui, déjà, je vais être très honnête avec vous. Pour moi, il y a plus de 7 experts sur l'Iran sur 10 qui sont soit à la solde de la République islamique, soit en tout cas qui sont tellement antisémites et antisionistes que finalement ils reprennent sciemment les thèses de la République islamique, parce que par haine du juif, hein, c'est un moteur formidable aujourd'hui. Mais oui, en fait, et nous, on l'a vu, parce qu'on est sur le terrain depuis 3 ans, et quand il y a eu la guerre de 12 jours, on a vu des têtes sortir d'un coup, on s'est dit, mais qui sont ces gens? En fait, ça fait des années qu'on est là sur le terrain, qu'on est en train de militer, qu'on est en train de lutter, on vous entendait pas. Et là, vous envahissez tous les plateaux télé pour nous servir une soupe qui n'a absolument rien à voir avec la réalité du terrain en Iran, et qui n'a rien à voir avec le combat des Iraniens, qui est très clair. Et je pense que ce qui a été le plus difficile, c'est qu'on voyait ces gens-là se retrouver sur tous les plateaux télé, alors que nous, ils refusaient de nous recevoir. Et ça a vraiment été une constante pendant ces 3 années, c'est-à-dire que ce soit dans le service public, dans des grosses émissions, et on peut les nommer, c'est Ce Soir, C'est à vous, etc. Ça a été assez terrible pour nous de nous rendre compte que quand on voulait donner la parole à un Iranien, on allait choisir un Iranien d'extrême gauche, ou un Iranien particulièrement antisioniste qui va leur servir la soupe qu'ils veulent entendre, mais la vérité sur la parole des Iraniens dans la rue et sur ce qu'ils veulent pour l'Iran de demain, ça ne les intéresse pas en fait. Et malheureusement, on a tenté plusieurs fois, et d'ailleurs c'est assez cocasse, parce que certaines de ces émissions nous appelaient en off pour avoir des témoignages depuis l'Iran, pour avoir des explications sur ce qui se passait. Donc je passais parfois des 1, 2 heures, 3 heures au téléphone avec des journalistes à leur expliquer la société iranienne, et le lendemain il y avait une émission et on voyait les mêmes spécialistes sur le plateau raconter absolument n'importe quoi. Donc on sait qu'en connaissance de cause, ils décident d'apporter un narratif qui est un faux narratif, uniquement par haine d'Israël. Et c'est là où on a vu des gens qu'on n'aurait jamais pensé s'allier, comme l'extrême gauche iranienne et les islamistes. Donc exactement ce qui s'est passé finalement en 79 s'est reproduit, mais cette fois avec le moteur de l'antisionisme. Est-ce que vous espériez que les Israéliens et les Américains aillent encore plus loin au mois de juin pour tout simplement faire tomber la République islamique? Est-ce qu'il y avait vous parliez d'opportunité tout à l'heure, est-ce qu'il n'y en avait pas une autre là? Alors, c'est toujours très compliqué parce que ça reste des guerres, et que une guerre, on sait toujours quand ça commence, on sait pas quand ça finit. La marge de manœuvre, elle était quand même très serrée pour les Israéliens, parce que une erreur aurait pu être fatale.
Je m'explique. Les frappes ont été très précises, d'une précision hallucinante. Moi, je me rappelle très bien de cette première nuit. D'ailleurs, c'est très marrant parce que je devais partir en Israël quelques jours avant, et 2 jours avant, j'envoie un message à un ami et je lui dis « ça sent mauvais, je sens que je vais pas pouvoir venir ». Et il me dit « mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu me racontes ?» Je lui dis « je sais pas pourquoi je sens qu'ils vont frapper ». Il me dit « écoute, je suis en Israël, c'est mon boulot, je suis un spécialiste, non, t'inquiète pas, tu vas venir ». Et ça frappe 2 jours avant mon départ prévu, et donc je lui dis t'as vu, j'ai du nez quand même. Et donc cette première nuit-là, quand ça frappe, moi en plus j'étais toute seule réveillée, donc je cherchais quelqu'un de réveiller avec moi pour ce premier jour de guerre, parce que j'étais mélangée entre des pleurs pour mon peuple, parce que c'est jamais agréable de voir des bombes tomber sur son peuple, on sait pas quand on va se réveiller ce qui va se passer, et en même temps ce truc de dire ça y est, ils ont fini par avoir la guerre que Khomeini voulait, advienne que pourra, maintenant on n'a plus le choix. Et les frappes ont été précises, et d'ailleurs c'était assez marrant parce qu'on voyait tous les experts sur les plateaux télé nous dire Israël a attaqué pour mettre fin au nucléaire iranien. Et ce qui a été frappé le premier soir, ok, il y avait la partie nucléaire, mais c'est surtout qu'ils ont frappé les organes de renseignement, les organes de torture, les organes d'arrestation, tous les fichiers sur tous les prisonniers politiques iraniens. Donc en fait, c'était un message hyper limpide envoyé au peuple iranien en train de dire, ok, nous on est venus parce qu'on est venus avant tout pour nous sauver et pour se protéger, mais regardez ce qu'on est en train de faire, on est en train de mettre à mal tous les organes de répression dont ils se servent en temps normal pour vous massacrer vous. Donc le signal était très fort. À chaque frappe, je serrais les dents, et en plus, vous savez, quand on est pro-israélien, on porte cette responsabilité en plus de se dire, si ça se passe mal, ils vont pas me rater. C'est là où on va venir me dire, alors, t'as vu tes amis quand voilà. On a hésité, c'est-à-dire que le soir du cessez-le-feu, quand Trump lâche son tweet horrible, il est horrible ce tweet, il arrive, il nous lâche un truc en pleine nuit, et puis voilà, c'est la fin du truc. C'est les messages des Iraniens qui m'ont fait vraiment mal, parce que j'ai reçu des centaines et des centaines de messages d'Iran pour me dire, imagine ce que ces gens ont fait avec nous, en parlant de la République islamique, pour qu'on ait plus peur d'un cessez-le-feu que de la guerre. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment permis de me rendre compte que finalement, même si les Iraniens avaient peur, ils n'avaient pas d'abri, ils n'ont pas d'alarme. Pire, quand la République islamique savait que ça allait frapper un endroit, ils fermaient les bouches de métro pour empêcher les Iraniens d'aller se protéger parce qu'ils voulaient un maximum de victimes. Donc, les gens étaient terrifiés parce qu'ils disaient si cette guerre s'arrête, ça va nous retomber dessus. On va se faire massacrer, il faut aller jusqu'au bout maintenant. Il faut aller jusqu'au bout, il faut les frapper, il faut les faire tomber, sinon on va payer. Et sachant qu'en 2009, avec la Révolution verte, on avait reproché à l'époque, c'est l'administration de Barack Obama, aux Américains d'avoir un peu lâché le peuple iranien, malgré les beaux discours du président démocrate. Obama ou Biden, ils ont complètement lâché les Iraniens. Obama a signé le pire deal qui soit. Je vais être très honnête avec vous, à l'époque, moi je suis jeune, je m'intéresse pas tellement à la géopolitique à ce point-là. Je l'ai salué, moi, cet accord à l'époque, parce que je me suis dit, écoute, ça va faire respirer le peuple, il y a de l'argent qui va rentrer dans les caisses. Et puis c'est après, avec le temps, où je me suis dit, mais c'est horrible, parce qu'en fait, on a renfloué de milliards et de milliards et de milliards de dollars une organisation terroriste. C'est ce que c'est aujourd'hui la République islamique. Et le peuple n'en a pas profité. Et je pense que c'est là où la bascule s'est faite, parce que pendant des décennies, les Iraniens se sont dit, on n'arrivera pas à faire tomber la République islamique, donc autant miser sur des réformes. On va essayer de prendre celui qui est le moins violent, le moins barbare. Et puis, ils ont voté pour ce qu'on appelle les réformateurs. Ils se sont rendus compte que ni le nombre d'exécutions ne baissait, ni la barbarie du régime ne baissait. Et puis, après le plan Obama, on est quand même dans une période où, en 2019, les Iraniens aussi descendent massivement dans les rues. Mais alors là, il y a des millions d'Iraniens dans les rues. Il y en a 4000 qui sont massacrés en 3 jours. 3 jours, 4000 personnes dans les rues. Et puis, il n'y a rien qui se passe au niveau de la communauté internationale. Et donc, c'est vraiment là où les Iraniens se sont dit, en fait, il faut qu'on arrête de miser sur le fait de réformer ce régime. Il faut qu'on aille pour les faire tomber. Parce que finalement, réformateurs ou conservateurs, c'est la même chose pour nous. On continue à crever de faim. On continue à pas profiter des richesses de l'Iran. Et surtout, la barbarie du régime ne s'arrête pas. Et c'est là la différence. Et aussi le fait que Trump est arrivé. Et je vais le redire parce que très souvent, on me dit, t'es une pro-Trump, t'es fan de Trump, machin. Et moi, je répète toujours, moi, je suis pro-iranienne. Moi, il y a que le peuple iranien qui compte. Donc, quand un dirigeant prend une bonne décision pour mon peuple, je la salue. Quand il prend une mauvaise décision, je la condamne. Et effectivement, j'ai condamné Trump au moment de l'arrêt de la guerre sur la manière dont ça a été fait, comme je tapais sur Trump quand il espérait négocier. Mais aujourd'hui, les décisions qu'il prend sont bénéfiques pour le peuple iranien.
Alors Trump, justement, le guide suprême s'est moqué hier du président américain. Il participait à un événement à Téhéran avec des sportifs. Trump revendiquait une efficacité parfaite de ses frappes contre les sites nucléaires d'Ispahan, Natanz et Fordo. Il lui a dit vous êtes un doux rêveur si vous considérez que ces frappes ont permis d'annihiler le programme nucléaire iranien. Mona, en quoi cette quête du nucléaire militaire par le régime est une sorte d'assurance vie? Bien, parce que c'est la dernière chose qui peut les maintenir au pouvoir maintenant, parce que ils n'ont plus de proxy terroristes, ils n'ont pas de soutien populaire. Donc, à moins de détenir une bombe nucléaire qui rendrait dissuasive toute tentative de les renverser, le régime est condamné. Donc, c'est une véritable course contre la montre pour eux. Et on voit bien que Khamenei est coincé. En fait, il est dans un cul-de-sac parce qu'il n'a pas de soutien du peuple iranien. Donc, pour pouvoir se maintenir au pouvoir, il faut qu'il garde ses forces de répression et cette minorité d'Iraniens radicalisés qui soutient encore la République islamique. Et pour pouvoir avoir cette minorité radicalisée, eh bien, il faut aller à fond dans le jeu anti-américain, dans la provocation. Donc, c'est vrai, quand il dit mais tu rêves si tu penses que tu as touché le nucléaire, c'est faux. Le nucléaire a été très durement touché et il leur faudra énormément de temps avant de pouvoir déblayer et les remettre en service. Mais le vrai problème aujourd'hui, et je pense que les Israéliens le savent très bien et les Américains aussi, même si Trump dit le contraire, c'est que l'uranium enrichi n'a pas été détruit. Donc tout ce qui avait été enrichi a été déplacé et aujourd'hui à l'abri. Donc on ne sait pas où. L'AIEA ne peut plus rentrer en Iran, donc les choses sont très claires. Vous ne viendrez pas, vous ne vérifierez pas. Et ça, c'est un véritable danger, d'autant plus qu'en parallèle du nucléaire, la République islamique a recommencé de manière très très intense à financer et armer le Hezbollah. Donc on voit bien que la volonté affichée du gouvernement libanais de désarmer le Hezbollah est une réalité, mais le problème c'est que c'est comme avec la FINUL. Enfin, je veux dire, quand la FINUL était là et qu'elle était censée être une force de stabilisation et surtout de contrôle, et qu'on se rendait compte que, en fait, le Hezbollah lançait des roquettes à 1 mètre d'un mec de la FINUL et que personne n'intervenait pour leur dire, on est quand même là pour vous empêcher de faire ça, eh bien, il y a personne aujourd'hui pour seconder l'État libanais. Quand on voit l'aide qui a été allouée par Trump à l'armée libanaise, c'est 1 mois de loyer de salaire. Donc c'est pas avec ça que les Libanais vont y arriver. Donc il y a un moment où même le président Macron, il est sympa, il va serrer des mains à Beyrouth, il mange un peu de shawarma et puis il fait semblant de s'inquiéter pour les Libanais. Mais non, mais la réalité c'est que bon, déjà au moment où Israël frappait Nasrallah, le Drian allait serrer la main du Hezbollah en espérant négocier encore avec le Hezbollah. Donc on est déjà dans une optique de géopolitique très différente. Mais c'est que là, le Liban a véritablement besoin qu'il y ait des armées puissantes et des gouvernements occidentaux qui viennent effectivement, comme il l'avait promis de le faire aux Israéliens, de permettre le désarmement du Hezbollah. Alors, l'émissaire spécial américain, Tom Barrack, qui est par ailleurs l'ambassadeur américain en Turquie, s'est exprimé hier ou avant-hier sur le sujet, en mettant en avant la problématique du désarmement du Hezbollah qui n'avance pas. On voit par ailleurs cette même question se poser à Gaza avec le Hamas. Est-ce que vous avez l'impression qu'il est envisageable qu'à la fois l'Iran abandonne ce proxy dont il est à l'origine et que le Hezbollah, qui a par ailleurs des intérêts politiques au Liban, abandonne cette carte maîtresse de sa capacité militaire qui lui permet d'être un levier, qui lui donne un moyen de pression, un levier de pression sur la scène politique locale? Alors, le Hezbollah et la République islamique n'abandonneront jamais parce que c'est dans l'ADN même de leur idéologie. En fait, c'est le nerf de la guerre. Quand ils crient à mort Israël, c'est pas une blague, en fait. C'est vraiment l'idéologie, c'est ce qui les maintient. Ils sont persuadés que leur messie va revenir si jamais ils parviennent à détruire l'entité sioniste. Donc, c'est vraiment une idéologie sectaire. La seule chose qui pourrait pousser le Hezbollah à désarmer, c'est de se retrouver au pied du mur, c'est-à-dire de se rendre compte qu'il a beaucoup plus fort que lui en face. Et là, pour le moment, il n'y a pas grand monde, à part les Israéliens qui continuent à frapper de temps en temps pour gagner du temps et faire reculer les dernières armes que le Hezbollah a réussi à avoir. Mais la réalité, c'est que tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience internationale de venir en aide au Liban, on n'y arrivera pas. Et en plus, on le voit, la République islamique n'abandonne pas, puisqu'il y a 1 mois, l'armée israélienne a découvert une cargaison d'armes impressionnantes. Donc, on avait des lance-roquettes, des drones, des antichars, etc., qui ont été saisis en Cisjordanie. Donc, c'est-à-dire que maintenant que Gaza est détruit et que c'est très compliqué pour Gaza, eh bien, le régime est en train d'alimenter de l'autre côté en Cisjordanie pour espérer relancer une guerre de l'autre côté. Ils ont essayé de négocier avec les Syriens. Donc, heureusement, les Syriens n'ont rien cédé là-dessus parce qu'ils ont quand même en mémoire ce que le Hezbollah et la République islamique leur a fait subir pendant des décennies. Mais vous voyez, quand on dit que c'est un système tentaculaire, vous aurez beau couper les tentacules, elles repousseront.
tant que la tête de la pieuvre est là, malheureusement, l'idéologie fait qu'ils continueront à investir massivement pour continuer à exister par leur proxy. Alors, Mona, cette période 2023-2025 a déchaîné la haine antisémite. On l'a vu en Europe, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en France évidemment, dans certaines couches de la population. Est-ce que vous avez été surprise par la manière dont ce conflit entre Israël et le Hamas, qui est un conflit malgré tout qui est localisé, est-ce que vous avez été surprise par les répercussions, par les répliques de ce conflit en France en particulier? Oui, moi j'étais surprise. Hein. C'est-à-dire que l'antisémitisme, j'en entendais parler. Bon, après, j'ai grandi dans un milieu qui fait qu'il n'y avait pas d'antisémitisme. On était tous ensemble à l'école. Enfin, il y a jamais de. Donc oui, je savais que l'antisémitisme existait, mais c'est vraiment quand je l'ai vu. Mais le 7 octobre, en fait, ça n'a même pas attendu le 8. C'est-à-dire que dès le 7 octobre, je voyais des gens soit applaudir ce qui était en train de se passer, ce qui était complètement hallucinant. C'est-à-dire que là où nous, on tremblait devant les images qu'on voyait, parce qu'on les voyait sur les chaînes Telegram du corps des gardiens de la Révolution, on voyait des gens applaudir ça. Et puis, dès le 7 octobre, j'entends le mot génocide, génocide, génocide. Donc je me dis, mais c'est quoi leur problème là? Je comprends pas. Il y a une attaque terroriste et ils sont déjà en train d'attaquer Israël. Et puis quand ça a commencé, il y a une véritable bascule parce que c'est devenu haineux, c'est devenu violent, c'est devenu décomplexé en fait. Et c'est là où j'ai vraiment pris peur parce que je me suis dit, ils n'ont même plus besoin de se cacher. En fait, c'est tellement assumé, c'est tellement normalisé qu'aujourd'hui, dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans des centres de voyage, enfin peu importe l'endroit, en fait, on peut être. Alors, leur antisionisme, ils sont marrants, mais en fait, quand on empêche un peuple d'être son autodétermination et d'avoir une terre, on est antisémite. Donc, je sais pas pourquoi on fait la différence entre ces deux termes, mais ce que je voyais se déchaîner, j'avais l'impression d'être devant des forces Basij de la République islamique. Et c'est là où je me suis dit, ok, la situation est très grave, surtout quand j'ai vu que l'État français ne faisait rien. Ils n'ont rien fait pendant ces 2 ans. Donc ça Est-ce que vous êtes particulièrement interpellé, par exemple, par une personnalité comme Rima Hassan, dont le parcours sinueux intrigue, originaire de Syrie, certains évoquent des relations avec le régime Assad et peut-être par-delà avec l'Iran. Est-ce que c'est quelqu'un, au-delà de ce qu'elle peut dire, c'est quelqu'un dont le parcours vous intéresse en tant qu'Iranienne, en tant que spécialiste de la région? Alors m'intéresse, je la vomis, hein. c'est tous ceux qu'on combat en fait, Rima Hassan. Alors moi je peux pas dire de manière sûre à 100%. Elle a des liens avec parce que j'en ai pas la preuve aujourd'hui sous la main. Par contre, je trouve ça très grave qu'il n'y ait toujours pas d'enquête, une enquête approfondie parce que elle a quand même fait sauter toutes les digues de ce qui était possible et je pense que son one by one d'hier est vraiment la cerise sur le gâteau de ce qu'on attendait tous. À propos d'une vidéo qui montrait l'exécution sommaire d'opposants palestiniens par le Hamas. Voilà, donc en fait, elle a carrément applaudi les exécutions de Gazaouis par le Hamas. Donc là, c'est affiché, c'est merci. Mais là où en fait Rima Hassan est vraiment un cas problématique, c'est que elle déjà elle est jolie, c'est une femme, elle porte pas le voile, elle fait libre, elle fait émanciper. Donc elle arrive à galvaniser la partie occidentale. Donc elle parle bien, elle a toujours sa boussole du droit international. Bon, on n'a pas la même, hein, mais en tout cas la sienne, elle est toujours brandie. Et puis elle a le côté musulman, minorité. Je suis légitime quand je parle de trucs islamiques et de résistance. Et elle a cette force, c'est qu'elle se sert de la culpabilité occidentale sur le passé colonial pour finalement attirer les Occidentaux qui, d'une certaine manière, ont envie de se racheter, je sais pas pourquoi, puisque ils sont pas responsables de ce qui s'est passé, mais surtout, elle arrive à fracturer profondément la société, c'est-à-dire qu'elle arrive à créer un chaos à l'intérieur même de la France, où on voit qu'avec un tweet, elle peut rassembler 20 000 personnes devant TF1. Avec un tweet, elle peut faire brûler des agences immobilières dans la France entière. Donc c'est là où en fait elle devient un véritable danger et c'est surtout qu'elle le fait de manière particulièrement assumée et de manière très perdicieuse parce que nous on a vu à un moment ce basculement, c'est que quand elle s'est rendue compte de l'alliance qu'il y avait entre le peuple juif et le peuple iranien, c'est devenu vraiment une arête dans sa gorge de se dire pourquoi ces gens-là me soutiennent pas. Pourquoi est-ce que ces femmes iraniennes, aujourd'hui, elles vont manifester avec les Israéliens et elles viennent pas manifester Donc, elle a commencé à s'inventer, à reprendre le slogan. Donc, Rima Hassan animait des conférences qui s'appelaient Femmes, Vie, Liberté. Donc, les Iraniens lui tombaient dessus par centaines et ils y allaient pas mollo. Hein. C'était vraiment... Donc là, on voyait conférence de Rima Hassan, Femmes, Vie, Liberté.
Elle brandissait Femmes, Vie, Liberté au Parlement européen, mais alors c'était pour parler d'islamophobie et du fait que les Iraniennes sont des bourgeoises qui plaisent aux Blancs parce que elles représentent tout le fantasme postcolonial, etc., etc. Elle soutenait des mouvements d'extrême gauche iranienne, séparatistes, donc tout le contraire de ce que les Iraniens prônent aujourd'hui. Donc c'est là où elle est un véritable danger pour nous, c'est que elle arrive finalement à s'approprier des trucs, comme quand elle a fait son test ADN et qu'elle arrivait en disant j'ai 30% de sang juif, 30% de sang iranien, donc paf paf, elle nous a mis une claque à chacun en disant bah moi je suis, en fait, je sais pas, comme son amour des juifs qui a été révélé dans le livre de Nora Bussini, je sais pas si vous l'avez lu, mais il y a une espèce de fascination aussi de sa part pour les juifs, même pour les Iraniens, on peut le voir, donc elle est dangereuse, cette femme. Et pour moi, je pense profondément qu'à un moment, il va falloir que l'exécutif, c'est pas à chaque fois à une sénatrice, à une députée je brandis l'article 40 et puis derrière la justice balaye en touche. Là, il faut vraiment que l'exécutif décide de taper du poing sur la table et dise, OK, là, je veux une véritable enquête de la DGSI sur les liens entre LFI et pas que Rima Hassan, sur LFI et les liens avec l'islamisme, parce qu'on se retrouve quand même avec un Thomas Porte qui va voir des terroristes de manière ouverte, puisqu'il le tweet carrément. Il est auprès d'une organisation terroriste, il se recueille sur la tombe d'un terroriste, il est encore 2 jours avant les attentats avec un terroriste, et puis on dirait que c'est totalement normalisé pour l'État français. Personne ne réagit. Il y a que nous, on réagit dans nos cercles à se partager les mêmes vidéos, mais finalement, à l'ampleur nationale, il se passe rien. Là, on parlait d'une conférence Paris 8e. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais hier, Paris 8, ils ont carrément organisé une conférence pro-Hamas. Donc, ils crient qui condamne le 7 octobre. Donc, il y a tous les étudiants qui crient aucun, non, on condamne pas. Est-ce qu'on soutient la résistance armée palestinienne? Oui. Est-ce qu'on soutient le Hamas? Oui. Est-ce qu'on soutient le 7 octobre? Oui. Donc là, maintenant, c'est carrément affiché, c'est dit, et c'est dans une université française. Et personne n'en parle aujourd'hui, à part sur les réseaux de mes amis juifs où tout le monde se partage les mêmes vidéos. Mais la réalité, c'est que personne n'est choqué. Et c'est là où, en fait, ça fait peur, c'est de se rendre compte que personne ne réagit à ce qui est en train de Alors que c'est de l'apologie du terrorisme. Vous parlez d'islamisme, c'est une parfaite transition. Alors, Harry disait tout à l'heure que vous aviez rappelé, et le livre est là, vous aviez fait paraître au printemps dernier un nouveau livre qui s'intitule Mon combat, et dans une toute récente interview que vous avez donnée à Europe 1, vous disiez, je vous cite, la montée de l'islamisme en France, c'est exactement ce qui est arrivé à l'Iran il y a 46 ans, donc en 79 avec la révolution islamique. Est-ce que vous diriez, Mona, qu'on néglige la gravité du péril islamiste, qu'on considère, bon, c'est une chose qui n'arrive qu'aux pays arabes finalement, qu'aux pays du Moyen-Orient, et que ce qui se passe ici est certes peut-être problématique, mais très localisé sur le territoire, dans certaines zones du territoire français, mais qui n'a pas d'autre ambition plus large. Ah non, je pense que c'est exactement ce qui s'est passé en Iran. Alors certes, on a la chance d'être dans une démocratie avec quand même des garde-fous pour empêcher les choses de progresser très vite, mais quand on voit que les garde-fous dorment, eh bien, on est en droit de se demander est-ce qu'on n'est pas au point de bascule. Et vous savez, quand vous commencez à voir les milieux féministes, les milieux écologistes, les milieux enseignants, les milieux journalistiques qui ont basculé, parce que là, beaucoup d'entre eux ont aujourd'hui basculé, ils tiennent des discours qui sont complètement hallucinants. Et cette alliance qui est là, qui est actée, qui est très active entre l'extrême gauche et l'islamisme, c'est exactement ce qui s'est passé en Iran. C'est-à-dire que vous prenez quelqu'un comme ma mère, elle en tremble chez moi. Parce que ça lui fait renaître un traumatisme où elle me dit, mais pourquoi les Français dorment? Ça va basculer. Nous aussi, on pensait que ça nous arriverait pas. Mona, je me baladais en mini-jupe, j'allais danser, on buvait de l'alcool, on était comme vous ici. Et ça a basculé. Donc, si vous pensez que vous êtes à l'abri et qu'ils vont pas y arriver, vous êtes fous. Vous êtes fous. Et en fait, plus le temps avance, et plus je me dis, alors que il y a 10 ans, moi, ma mère, il y a 10 ans, elle m'en parlait déjà. Je lui dis, mais t'es une facho, t'es complètement dans ta paranoïa, machin. Et c'est vraiment après Marsan Amini, quand j'ai vu la réaction d'abord des féministes, puis de la gauche, puis la manière dont quand on a commencé à nous traiter de fascistes, d'islamophobes, je me disais, mais ils sont fous ces gens. Je parle de gamines de 15 ans qui ont été violées, massacrées parce qu'elles ont brûlé un voile, parce qu'elles ont réclamé la liberté. Vous êtes en train de me traiter de facho. Et c'est là où petit à petit, et puis le 7 octobre, ça a vraiment été le feu d'artifice final où je me suis dit, OK, on a basculé en fait. En fait, on s'en rend pas encore compte, mais on a déjà basculé. Et quand je vois qu'un enfant sur 2 de confession musulmane aujourd'hui à l'école place la charia avant les lois de la République, je me dis qu'il y a un problème dans notre modèle éducatif, il y a un problème dans notre modèle de société, il y a quelque chose qu'on a foiré. Et malheureusement, personne n'a le courage de mettre les mots dessus pour pouvoir traiter les mots.
Et les mots MAUX. Et le problème, c'est que dès qu'on en parle, soit on est un facho d'extrême droite, soit on finit sous protection policière, mais on est bien seul finalement à porter cette voix en disant mais réveillez-vous, la société est en train de basculer. Alors, je suis venu avec votre précédent livre, Je suis iranienne. Harry le disait tout à l'heure, vous êtes l'une des voix majeures en France du combat pour les femmes iraniennes, des femmes iraniennes pour la liberté. Il y a beaucoup de témoignages dans le livre, il y a une dizaine de témoignages de femmes iraniennes, des femmes qui sont mobilisées bien avant encore le début et l'arrestation, puis la mort en prison de Mahsa Amini. Elles se battent avec un courage inouï. J'ai découvert des choses absolument terribles. Et on se dit, mais quel courage, quel courage. Est-ce que vous considérez qu'elles ne bénéficient pas suffisamment du soutien des démocraties, en particulier des mouvements féministes? On est dans des causes, et a priori, qui devraient rassembler très largement, sans exclusive. Et on voit pourtant que ces femmes sont très seules et qu'elles se demandent même si, en fait, les femmes occidentales, les féministes occidentales n'ont pas abandonné ce qui avait fait l'origine de leur combat. Oui, nous, vous savez, moi, j'étais une militante féministe, alors que personne me jette son portable à la figure. J'ai toujours voté à gauche, moi, oui. J'étais tout le truc, quoi, militante, antiraciste, féministe, qui travaille avec plein d'assauts, oui, je sais. Et en fait, quand il y a eu la mort de Mahsa Amini, moi, je parlais avec des nanas qui ont des 200, 300 000, 600 000 followers, des associations avec des 700 000 followers. Et donc, la mort de Mahsa Amini arrive. Je suis complètement bouleversée par ce qui est en train de se passer en Iran, parce que chaque jour, on voit des gosses qui ont entre 15 et 22 ans violés à mort, torturés à mort, tués par balle dans la rue, juste parce qu'elles veulent être libres, en fait. Et donc, je commence à partager ces vidéos, et puis je les tag. Je leur envoie en MP. Tu peux partager, tu peux machin, tu peux... Puis on me lâche des vues, ou je vais regarder, je te tiens au courant. Ouais, peut-être tout à l'heure. Ah, tu sais, il faut que je passe une collab d'abord, donc on verra après. Et là, je me dis, mais attends, c'est fou, qu'est-ce qu'elles font? Je comprends pas. On parle de féminisme ou femme, vie, liberté. C'est-à-dire que le truc, il peut pas être plus évident pour. Et en plus, t'as des hommes qui sortent mourir en criant femme, vie, liberté. Je sais pas. Là, on est dans le supra-gaule de la féministe, quoi. Non. Il se passe rien. Et donc là, première manif, deuxième manif qu'on fait, donc on est très nombreux au début, d'Iraniens. Je dis bien Iraniens, il y a personne d'autre que des Iraniens dans les manifs. Et moi, je me rappelle qu'il y a Arlette, qui est dans une ancienne association féministe, universaliste, comme il en reste très peu, et je lui dis, hey Arlette, tu sais quoi, dans quelques semaines, il va y avoir des vagues violettes qui vont envahir les rues, tu verras, on sera des dizaines de milliers de femmes à marcher et à crier femme, vie, liberté. Et elle me regarde et me dit, j'espère. Et puis elle le sait déjà. Mais moi, et puis les semaines passent, j'envoie des mails, et puis Nous Toutes, qui est quand même la plus grosse asso féministe de France, nous répond d'un cinglant, bravo, mais c'est pas notre combat. Donc en gros, on viendra pas. On voit aucune autre association venir, et puis là, on voit un truc se passer encore pire. C'est qu'on commence à voir notre combat détourné. Donc là, on commence à voir une photo de femme voilée et une Iranienne à côté, avec chacun son choix. Là, je me dis, mais ils sont frappadingues, ces gens-là. Qu'est-ce que des phrases? T'es libre de le mettre, ton voile. C'est quoi ton combat? Je comprends pas. Tu vis dans une démocratie, t'as l'égalité des droits, il y a la laïcité. Tu peux marcher tranquillement dans la rue. Pourquoi tu me mets la photo d'une femme de 15 ans qui a été violée à mort à côté d'une nana avec un voile qui peut marcher librement à Paris? Donc c'est là où je comprends. Et puis ça va très vite. Je commence à me voir taguer sur des gros comptes qui disent c'est une facho d'extrême droite. Alors à l'époque, je vote encore à gauche, donc je me dis mais ça va pas, ouais. Bon, je vote toujours pas extrême droite, je te le dis, mais voilà. Donc je vois cette bascule se faire. Et je comprends pas. Il me faut plusieurs mois avant, et puis là, ça devient vraiment une rage, une colère, et je passe beaucoup de mon temps à les dénoncer. Alors ça leur plaît pas, encore aujourd'hui, ça leur plaît pas. Mais je pense qu'il faut, pardon pour la vulgarité, mais il va falloir à un moment leur mettre le nez dans le caca pour qu'elles se rendent compte de. Et je pense que la bascule totale, ça s'est fait à la Journée des droits des femmes le 8 mars, quand on s'est retrouvé avec les femmes juives parquées pendant quasiment 5 heures dans une ruelle, entourées de CRS pour être protégées. Et je voyais devant moi Samidoun, qui est quand même reconnue comme une organisation terroriste par l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis et le Canada, toujours pas par la France. Donc on voit l'association Samidoun avec Urgence Palestine et ses islamistes. On voit des gros barbus, des mecs déguisés en combattants du Hamas à la manif des droits des femmes, nous insulter au loin et nous menacer. Et nous, bloqués dans une ruelle. Et là, j'ai dit, mais attends, on est à la manif des droits des femmes. À quel moment la République a abdiqué? Normalement, c'est eux qu'il faut parquer dans une ruelle et nous qui devons marcher. Et comble de l'horreur, ils brûlent des poubelles devant le Bataclan. Donc, on est vraiment, et donc on voit ces black blocs d'extrême gauche. Et c'est vraiment ce jour-là où j'ai mis 4-5 jours à m'en remettre, alors que la haine, c'est même pas moi qu'elle visait, c'était les femmes juives. J'ai pas arrêté de pleurer pendant 4-5 jours parce que ce jour-là, je me suis dit, putain, on a perdu. On a perdu. Là, on a vraiment perdu. Et c'est très, très dur, en fait, d'être lucide sur ce qui est en train de se passer.
Restons sur la France. Dans le livre, il y a le témoignage d'une femme qui s'appelle Sefideh. Elle dénonce le choix d'Emmanuel Macron. On est en 2023 de rencontrer le président ultra-conservateur Ibrahim Raïssi, qui est mort par la suite dans un accident d'hélicoptère. La France qui est confrontée aujourd'hui, ça vous fait rire. Je savais que ça allait faire pas de commentaires. L'accident. La France qui est confrontée aujourd'hui à un nouvel épisode de la diplomatie des otages de Téhéran. Le Quai d'Orsay a dénoncé il y a quelques jours la condamnation arbitraire de Cécile Collère et Jack Paris, les deux derniers otages français en Iran. Ils ont été condamnés respectivement à 20 ans et 17 ans de prison, notamment pour espionnage. Comment est-ce que vous jugez globalement, Mona, la politique d'Emmanuel Macron à l'égard de la République islamique? Vous avez parlé tout à l'heure du nucléaire. On peut parler de la question donc de ce chantage aux otages. Comment est-ce que vous évaluez ces choix diplomatiques du président de la République? Non, je vais être polie. Mais en fait, Emmanuel Macron, pour les Iraniens et désormais pour les Français, il a fait faux pas sur faux pas. C'est-à-dire que c'est incroyable. C'est-à-dire que si on voulait à chaque fois dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en géopolitique, il l'a fait. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en diplomatie, pouf, il nous l'a fait. Pour les Iraniens, le plus gros coup dur, et c'est de ça dont elle parle, c'est que quand Mahsa Amini est tué, 2 jours après, Raïssi est attendu à l'ONU. Donc là, vous avez un pays qui vient de s'embraser. Vous avez des dizaines et des dizaines de milliers d'Iraniens, des jeunes dans les rues. Tous les jours, nous, on voit des morts s'enchaîner. Et puis, 2 jours après, donc, il arrive à l'ONU un peu comme un paria. Donc, personne s'approche trop de lui. Tout le monde sait ce qui vient de se passer. Et là, on a Emmanuel Macron qui arrive, qui lui tend la main. Vous savez comme il adore tenir la main des gens, toucher, etc. Et là, les Iraniens se disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ce type est en train de serrer la main de notre bourreau, de celui qui est en train de tuer des centaines de jeunes dans les rues en ce moment même, pendant que tu lui parles. Alors, on lui laisse le bénéfice du doute sur ce coup-là, donc c'est là où on commence notre activisme, et puis on tente par tous les moyens possibles et inimaginables, notamment en interpellant des sénateurs pendant des conférences, mais finalement, de fil en aiguille, on arrive quand même à avoir énormément de soutien de parlementaires, et donc on a une mission, c'est qu'il faut qu'on arrive à faire classer les gardiens de la Révolution comme entités terroristes. Et vous savez, pendant très longtemps, on a tué énormément de choses parce qu'on avait encore espoir que le président nous soutienne, et puis quand on a vu, notamment sur le dossier palestinien plus tard, on s'est dit de toute façon, il nous soutiendra jamais, donc autant dire la vérité. Et on a eu des retours de députés et de parlementaires qui se sont fait menacer directement par l'Élysée pour mettre des bâtons dans les roues de nos actions et ne pas classer les gardiens de la Révolution comme entités terroristes. Pour quelle raison? Pour raison de la peur d'attentats en France, par exemple? De la même manière que quand Israël distribue des beepers, Emmanuel Macron envoie Le Drian serrer la main du Hezbollah. En fait, il y a 2 diplomaties. Il y a moi, ce que j'appelle la diplomatie de la soumission aux islamistes. C'est celle que prône Emmanuel Macron. Et il y a la diplomatie de soit tu marches ou pas, soit je vais te montrer qui est le plus fort et ensuite tu vas comprendre et tu vas marcher au pas. Malheureusement, notre président, à nous, il avait cette vision de se dire désescalade. Il adore ce mot désescalade. Il faut désescalader. Mais on peut pas désescalader avec des terroristes. Donc il a tenté maintes et maintes fois. C'est le président qui a le plus rencontré des membres de la République islamique depuis la mort de Mahsa Amini. Vous savez, il y a un épisode qui était complètement hallucinant pour nous, c'est que Stéphane Séjourné, Camille, je sais pas si vous vous rappelez de Stéphane Séjourné, c'était un des eurodéputés les plus actifs dans le mouvement Femmes, Vie, Liberté au moment où il était au Parlement européen. Donc quand il est nommé ministre des Affaires étrangères, nous on est super contentes. On dit alors là, cette fois on en a un bon, lui va y aller. Et donc il est promu, il arrive en poste. Première action de Stéphane Séjourné, il reçoit Abdollahian, donc ministre des Affaires étrangères, le 2e qui est mort dans l'hélicoptère, dans un accident. Et donc là, il le rencontre. Donc nous, on se dit, mais c'est pas possible, ça va pas recommencer. Et là, communiqué de presse du Quai d'Orsay, nous remercions la République islamique d'Iran pour son maintien, accrochez-vous bien, on est après le 7 octobre, hein, juste après, pour son maintien de la paix et de la stabilité au Proche et au Moyen-Orient. Et là, on se dit, ok, je sais pas c'est quoi l'heure. Et donc, c'est comme ça sur chaque chose, sur chaque événement, sur chaque prise de décision. Et quand on voit les positions du président basculer au niveau d'Israël, nous on sait, c'est une évidence qu'il va tenir ces positions-là. Et jusqu'aujourd'hui, à chaque fois que les gens me disent mais pourquoi, je peux pas vous expliquer pourquoi, parce que c'est tellement incompréhensible ces prises de position qu'il n'y a aucune raison rationnelle pour moi qui puisse justifier les positions qu'il a eues durant ces 3 dernières années. La seule chose, c'est que Biden est parti, Trump est arrivé, donc là le rapport de force n'est plus le même, la manière de mener la politique n'est plus la même, et on l'a vu, il n'hésite pas à humilier, il n'hésite pas à mettre de côté quand ça va pas dans son sens, et tant mieux, parce que si on s'était basé sur la diplomatie française à l'échelle du Proche et du Moyen-Orient, on aurait encore le Hamas,
il y aurait encore le programme nucléaire. D'ailleurs, je ne sais pas si on se rappelle, mais quand Israël frappait l'Iran, Emmanuel Macron est quand même le seul dirigeant à avoir dit « vous ne pouvez pas frapper les hauts dirigeants ». Vous ne respectez pas le droit, alors que les Iraniens disaient « mais frappez-les, frappez ceux-là, au moins comme ça on est débarrassé une bonne fois pour toutes ». Le seul encore à venir à la télé et dire « on n'impose pas la démocratie à un peuple ». C'est horrible. Ça, les Iraniens l'ont vraiment vécu comme une blessure parce qu'ils se sont dit des dizaines de milliers d'Iraniens ont versé leur sang dans les rues pour la liberté. Qu'est-ce qu'on doit faire de plus pour vous prouver qu'on veut un changement de régime? Et voilà, ça c'est Emmanuel Macron. Une dernière question, Mouna, avant de céder la parole à la salle. Vous parliez de Trump, on va terminer avec lui. Lors de son intervention devant la Knesset il y a quelques jours, Donald Trump a esquissé, je ne sais pas si vous l'avez noté, une forme d'espoir, de rêve, celui d'un accord de paix entre Israël et l'Iran. Il a dit avec un petit sourire malicieux. L'idée a été accueillie très froidement par les députés israéliens et par le Premier ministre. Il est passé vite à autre chose ensuite, le président américain. Mais est-ce que cette perspective vous apparaît aujourd'hui totalement utopique ou, compte tenu de la manière dont les pièces de l'échiquier se déplacent parfois de manière impromptue, est-ce que, peut-être pas à court terme, mais à moyen terme, il est possible de voir un jour l'Iran et Israël se rapprocher et peut-être décider de normaliser leurs relations? Alors si les relations sont normalisées et qu'elles sont comme avant 79, c'est que la République islamique est partie. Tant qu'elle est là, ça c'est sûr. Maintenant, sur ce que dit le président Trump, il faut quand même se rappeler que 3 jours avant les frappes israéliennes sur Téhéran qui ont surpris tout le monde, Trump disait they're doing a good job. Je sais pas si vous vous rappelez. Et il disait non, vous inquiétez pas, on va signer l'accord, tout va bien, ça roule comme on veut. On est à 2 doigts de signer. Les Iraniens, ils font tout ce qu'on leur dit, alors qu'ils savaient très bien dans le fond que 2 jours après, c'était prévu qu'ils aillent frapper. Il leur avait fixé un ultimatum pour répondre à sa proposition. Ouais, mais le président Trump est un joueur avec la République islamique et on voit bien qu'on est dans un jeu diplomatique. Ce qui est sûr, c'est que les Israéliens et les Américains savent très bien qu'il ne peut pas y avoir il n'y a pas d'accord d'Abraham possible avec la République islamique. Et vous savez, il y a eu une bascule aussi dans la manière de communiquer des Américains. Nous, on a des comptes en persan, donc d'Israël, donc ministère des Affaires étrangères, de l'armée, etc., où tout est en persan, mais on a aussi la même chose au niveau américain. Donc, par exemple, le département d'État américain a un compte Instagram uniquement en persan pour parler aux Iraniens en Iran. Avant, les messages qui étaient partagés, c'était toujours « on va y arriver, on va lever les sanctions, on va arriver à un accord ». Quand je dis ça, c'était il y a 2 ans. Depuis la guerre de 12 jours, tous les messages sont très clairs. Votre avenir, c'est la chute du régime. Il vous faut un nouveau régime à la hauteur du peuple iranien. Vous avez besoin de dirigeants. Donc, on voit qu'il y a aussi une bascule dans la communication de Washington où on acte assez facilement que nous, on aimerait bien que vous partiez. On veut que la République islamique s'en aille. Donc, est-ce que Trump va tenter jusqu'au bout d'avoir un accord avec Khamenei? Pour moi, déjà, c'est mal parti. Il suffit de voir la réponse de Khamenei aujourd'hui. Maintenant, la grande différence, c'est est-ce qu'à un moment, les États-Unis vont se placer derrière l'opposition iranienne pour aider à organiser les choses, comme l'Occident l'a très bien fait au moment où il fallait faire venir Khomeini, mais cette fois dans le bon sens de l'histoire, pour permettre un changement de régime. Merci beaucoup, Mona. Merci Mona, merci pour ta intervention. Je peux qu'à offrir à Khamenei un petit voyage d'hélico. Question 1 par 1 ou 3 par 3? Comme tu veux. Tu me dis. Comme tu veux. 3 par 3. Il y en a plein, hein. Il y en a une devant moi. Bonjour, merci pour cette brillante intervention qui nous a éclairé sur beaucoup d'aspects finalement qu'on voit pas du tout dans les médias, c'est sûr. Moi, ma question, c'est vous vous attendiez effectivement aux frappes israélo-américaines sur l'Iran. J'imagine que voilà, vous n'étiez pas la seule. Comment se fait-il que le peuple iranien ne se soit pas soulevé et n'ait pas saisi cette opportunité, notamment quand on a entendu parler effectivement du bombardement des alentours de la prison pour pouvoir permettre aux prisonniers politiques de sortir? Comment se fait-il que finalement il n'y ait pas eu le soulèvement et le renversement à ce moment-là, vu qu'il y avait le chaos? Merci de poser cette question parce que souvent on nous le demande et en fait c'est assez simple en fait c'est qu'on ne sort pas dans la rue sous les bombes.
C'est-à-dire que quand vous êtes déjà sous un régime tyrannique qui vous massacre déjà lui-même, que l'armée israélienne vous demande d'évacuer la zone, et à l'époque c'était carrément évacuer Téhéran, donc Téhéran c'est 12 millions de personnes. Évacuer Téhéran, quand vous ne savez pas où vont tomber les bombes, parce que vous n'avez pas d'application sur votre téléphone pour vous dire que quand l'armée israélienne envoyait des prospectus sur les réseaux sociaux, Internet avait été coupé. Donc si vous voulez, quand vous entendez les drones, les bombardements, etc., personne ne sort dans la rue. Le premier réflexe d'un être humain, c'est de se mettre à l'abri. Surtout quand l'armée qui vous bombarde vous dit, s'il vous plaît, restez à l'abri. Et ce qui s'est passé au lendemain de la fin, déjà l'arrêt de la guerre a été très brutal pour les Iraniens. Je vais pas vous mentir, sur les 3-4 premiers jours, ils l'ont vécu comme une trahison. Ils se sont dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Ça veut rien dire, parce que là, c'est nous qui allons payer. Vous êtes en train de nous abandonner à notre propre sort. Et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que dès le lendemain de l'arrêt de la guerre, c'est des dizaines de milliers de personnes qui ont été raflées. Il n'y a pas d'autre mot. Les exécutions, les pendaisons se faisaient à l'appel. Il y avait même plus de procès. En fait, on vous attrapait, on vous emmenait dans une prison, on vous pendait à la chaîne. Donc, il y a une espèce de terreur qui s'est mise en place où les gens ont été complètement paralysés. Et ensuite, on est rentré dans une troisième phase qui a été une sorte de dépression. C'est-à-dire que les Iraniens sont épuisés. Ils ont faim. Ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau potable, ils savent pas s'ils vont être bombardés à nouveau ou pas. Il y a des checkpoints partout en Iran. Chaque semaine, il y a des gens qui sont tués à des checkpoints. On est hyper surveillés. C'est-à-dire que c'est vraiment des milliers de personnes qui sont arrêtées pour un like, pour un tweet, pour un partage. Donc, mais ça se rebelle encore. On a eu des petits moments, notamment le 16 septembre, pour les 3 ans de la mort de Mahsa Amini. C'est des dizaines et des dizaines de milliers d'Iraniens qui sont sortis dans la rue. Il y a eu un nouveau, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de répression ce jour-là. Donc on ne sait pas, est-ce que le régime a demandé à ce que les gens ne soient pas réprimés pour éviter une vague de colère et que ça explose dans tout le pays, ou est-ce que les forces de répression se sont dit, bon allez, cette fois c'est la bonne, on arrête de réprimer et on laisse les choses se faire. Quoi qu'il en soit, ça va ressortir. Mais au moment de la guerre, c'est impossible de demander à un peuple de sortir alors qu'il y a des bombes qui tombent juste à ce moment-là. Autre question? Bonsoir, merci beaucoup pour ces différentes interventions que vous nous partagez ce soir. J'ai une question. On fait tomber la République islamique actuelle, mais qui pour prendre le leadership ensuite? Bravo, très bonne réponse. Alors, comme à chaque fois, je ne vais pas répondre pour la totalité du peuple iranien, puisque, en tout cas, pour le moment, il y a un leader de l'opposition qui est Reza Pahlavi, qui est le fils du dernier Shah d'Iran. Alors, je le répète à chaque fois, mais c'est très important comme aspect, c'est que Reza Pahlavi ne prône pas le retour à une monarchie. Donc lui, son but, c'est d'amener les Iraniens à la démocratie. Donc, tout son discours, c'est de dire, moi, je vous accompagne, parce que c'est son nom qui est scandé dans les rues, dans les stades, partout. Donc, c'est vraiment la personne que les Iraniens appellent et en qui ils ont confiance, c'est d'amener les Iraniens pendant cette phase de transition, parce que l'Iran, c'est un grand pays avec beaucoup de minorités, qui fait 4 fois la France quasiment. Donc, c'est très difficile de faire en sorte qu'il n'y ait pas de chaos. Donc, c'est vraiment la personne qui aujourd'hui a un soutien massif à l'intérieur du pays pour la phase de transition. Donc, c'est une phase de 180 jours pour les mois qui vont suivre, et ensuite amener les Iraniens aux urnes pour voter librement pour la forme de démocratie qu'ils veulent, et le dirigeant qu'ils souhaitent. Mais en fait, tous les gens qui ont rejoint Reza Pahlavi, c'est uniquement sur plusieurs aspects. C'est la séparation totale entre la religion et l'État, donc la laïcité pure et dure, l'intégrité territoriale de l'Iran, donc aucune minorité qui sépare. Une partie, d'ailleurs, les Iraniens ne sont pas séparatistes, le respect des droits humains et l'abolition de la peine de mort tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les principes de base auxquels la majorité des Iraniens adhèrent derrière Reza Pahlavi. Alors, OK pour la période de transition. Vous pensez que Reza Pahlavi a le soutien des Iraniens en Iran, oui, mais également à l'extérieur de l'Iran. Et après cette phase de transition, qui concrètement? Les Iraniens voteront, mais je pense que ce sera lui. Hein, et mais lui, il est d'accord pour reprendre le leadership de l'Iran? Oui, il est d'accord pour le reprendre si les Iraniens l'appellent à reprendre. Mais avec des formations de partis, en fait, comme ici, il y a des partis politiques, une assemblée, etc. Autre question? Alors, content de ton retour, Mona, premièrement. Alors, je voulais dire, les Iraniens encouragent le peuple qui se révolte tout le temps et est massacré. Et jour après jour, des simples jeunes qui dorment dans la rue sont tués, des filles sont jetées du toit, etc. Je pense que Ali Reza devrait revenir en Iran, neutraliser les mollahs et commencer. Parce que ça sert à rien, parce que tous les jours il y a des répressions, mais rien ne bouge.
C'est quoi la question, pardon, j'ai pas compris. Tu penses pas qu'Ali Reza devrait revenir en Iran? Ben, en fait, le problème, c'est que là, s'il monte dans un avion et qu'il arrive en Iran, il risque de plus jamais revenir. Non, mais ça risque d'être fatal. Non, faire quelque chose pour neutraliser les mollahs. C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que pour le moment, rien ne va bouger. Il va y avoir des manifs et des massacres. C'est le peuple qui fera bouger les choses. Mais quand ils vont, c'est bon, j'ai entendu. C'est le peuple qui devra descendre dans la rue. Vous savez, le destin de l'Iran est entre les mains du peuple iranien. On peut pas imaginer qu'on ait un sauveur qui vienne un jour nous sauver de notre situation. Il y a un moment où le peuple va devoir se mobiliser par millions et accepter le fait qu'il n'y a pas de révolution, malheureusement, sans sang et sans violence, et être assez nombreux en espérant que les forces de répression déposent les armes. Et là où pas, alors autant il peut pas prendre une Kalachnikov et y aller, autant il y a d'autres mesures qu'il peut faire. C'est qu'il a ouvert un site très sécurisé sur lequel toutes les membres des forces de répression peuvent s'inscrire, où leur identité est vérifiée, où ils déclarent qu'à la prochaine sortie du peuple dans la rue, ils baisseront les armes et qu'ils ne tueront pas. Et en l'espace de 3 semaines, il avait déjà 50 000 inscriptions. Donc, ce qui est quand même assez massif, et c'est la meilleure voie pour nous, parce que ce qui est aujourd'hui la dernière barrière nous empêchant, c'est ces forces de répression, parce que c'est comme si, imaginez le Hamas, mais imaginez qu'il soit 200, 300 000. Donc, c'est très compliqué pour un peuple de venir à bout. Imaginez Tsahal au bout de 2 ans qui arrive toujours pas. Donc, les Iraniens à main nue dans la rue, c'est impossible. Il faut qu'on arrive massivement à leur faire déposer les armes pour que les Iraniens ne sortent pas à chaque fois et que ça finisse en bain de sang. Ok, une autre question. La dernière, seulement. Alors, l'autre question. Lorsque Ali Reza reviendra au pouvoir et l'Iran sera libre, est-ce qu'il va faire comme, j'espère que non, il va faire comme Mandela, réconciliation nationale? Parce qu'il y a plein de gens qui doivent payer pour tous leurs crimes. Alors, c'est prévu dans le plan de transition que c'est quand même une réconciliation nationale pour tous ceux qui n'ont pas le sang des Iraniens sur les mains. Donc tous ceux qui sont impliqués dans des crimes, dans des viols et dans des agressions seront jugés et emprisonnés. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va pas partir dans des vagues d'exécutions massives. Je pense qu'il y aura forcément au moment de la révolution, mais le but c'est pas de se transformer en ce qu'on combat. Donc on va pas commencer à pendre des dizaines de milliers de personnes pour devenir comme nos bourreaux. Donc non, il y aura des procès, mais des procès justes. Autre question. Merci pour votre présence. J'ai quand même un doute sur le fait que tous les Iraniens, ou une grosse majorité, soient vraiment contre les mollahs. Est-ce qu'il n'y a pas la couche très populaire du peuple, qui est très religieuse dans les campagnes, qui n'est pas très informée sur la situation locale et mondiale, et qui représente une grosse masse finalement quand même des Iraniens qui sont pas, parce que ceux qui sont de votre bord, de notre bord, est-ce que ce sont pas uniquement les gens très éduqués sortis des universités? Est-ce qu'on se fait pas plaisir un petit peu en disant que l'Iran pourrait rejeter des mollahs? Alors, il y a une vision assez faussée de l'Iran, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, il y a plein de gens en ruralité, et qu'il y a beaucoup de paysans, de gens illettrés, etc. Faut savoir que les Iraniens, c'est le peuple le plus éduqué, le plus instruit du Proche et du Moyen-Orient, que 8 Iraniens sur 10 habitent en ville, et que plus de 60% de la population a moins de 30 ans. Donc déjà, pour vous faire un peu le topo du peuple iranien, c'est finalement, on est très loin de l'image qu'on a. Ensuite, je peux vous donner des chiffres sur l'Iran. Il y avait 75 000 mosquées en Iran. Il y en a 50 000 déjà de fermées. C'est-à-dire que même avec les investissements du régime, ils n'arrivent pas à les tenir parce qu'elles sont complètement désertiques. À tel point que certains mollahs ont même proposé d'organiser des kermesses et de donner de l'argent gratuit pour essayer de faire au moins les gens s'approcher des mosquées. Donc ça, c'est déjà sur l'aspect religieux. On se rend bien compte qu'il y a vraiment une cassure dans la pratique des Iraniens. Et d'ailleurs, vous savez, il y a beaucoup d'anecdotes comme ça. La République islamique aime beaucoup faire venir des influenceurs en Iran, notamment du Pakistan, de Syrie, etc., pour montrer que tout est magnifique en Iran, qu'il faut venir, etc. Et donc, il y a ce Pakistanais très très connu, alors moi je le connais pas, mais très connu dans le monde islamique, qui vient à Téhéran, qui est invité par le régime et qui au bout d'une semaine commence à faire des stories en disant mais qu'est-ce que c'est que ce peuple de merde, ils sont tous athées, je vois tout le monde me regarde de travers parce que je fais le ramadan, je suis le seul à prier dans l'hôtel, tout le monde me regarde comme si je suis un terroriste, mais ne venez pas ici, c'est pas une république islamique, c'est des occidentaux ces gens-là. Donc vous voyez, on est vraiment, il y a une vision du monde sur l'Iran qui est très faussée par rapport à la réalité du peuple, et toutes les études qui ont été faites, donc même par des organes indépendants, estiment qu'il y a entre 85 et 92% d'opposants à la République islamique aujourd'hui en Iran. Voilà.
Ah, c'est gentil. Bonsoir, Mona. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié l'échange. J'ai trouvé ça très constructif. Ma chère Mona, c'est ma sœur de combat, hein. Mais voilà, moi j'ai une question très délicate. Je sors. J'avais lu les mollahs, le régime des mollahs d'Emmanuel Razavi. J'ai terminé par la pieuvre de Téhéran qui m'a glacé les sangs, puisque c'est tout l'entrisme en France et en Europe, mais principalement en France, des gardiens de la Révolution, etc. Et là, moi, j'ai été frustrée comme les Iraniens quand les combats ont cessé. Moi, je priais pour que Khamenei soit... Et je me suis posée comme question, alors je te la pose, parce que j'avais appris par Emmanuel Razavi que 26% du trafic de drogue mondial est attribué à l'Iran avec son partenaire colombien. Et je me suis demandé si les enjeux pour arrêter le bras et des Israéliens et en fait cette guerre n'étaient pas des enjeux en filigrane qui concernaient les narcotrafics, parce que nous avons un très gros problème de narcotrafic. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai comme ça un truc qui m'a traversé l'esprit à ce moment-là. Voilà, si tu peux dire quelque chose. Oui, alors il y a deux là, il y a deux sources principales de liquidité pour la République islamique. La première, c'est le pétrole, et c'est là où c'est le plus compliqué, puisque la quasi-totalité du pétrole iranien est achetée par la Chine. Et que autant lors de son premier mandat, Trump avait réussi à négocier avec les Chinois, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes relations qu'aujourd'hui, pour diminuer progressivement jusqu'à arrêter totalement d'acheter le pétrole iranien, autant là, sur le deuxième coup, les Chinois sont à fond au vent debout derrière la Russie et derrière la République islamique. Enfin, c'est les premiers partenaires économiques de la Russie, c'est 240 milliards de dollars l'année dernière pour les Russes, et c'est, je pense, alors j'aimerais pas dire de bêtises, mais c'est plus de 90% du pétrole iranien qui est acheté uniquement par la Chine, malgré les sanctions. Donc le plus gros coup dur qu'on puisse porter aujourd'hui à la République islamique, ça serait que les Chinois acceptent. Maintenant, c'est un peu compliqué parce qu'on sait qu'il y a une guerre froide en cours entre Trump et la Chine. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'ils jouent avec la Russie pour essayer de ramener les Russes du côté occidental et pas chinois. Maintenant, la deuxième source de revenus, c'est effectivement le trafic de stupéfiants, parce qu'on estime qu'il y a quasiment 30% du trafic de cocaïne mondial qui est entre les mains de la République islamique et du Hezbollah, avec tous les réseaux de blanchiment d'argent. Donc, c'est très difficile de lutter. Donc, quand Trump va bombarder les trafiquants au niveau du Venezuela, etc., il le fait pas pour rien. Il le fait pas uniquement pour la drogue. Il essaye de couper aussi les tentacules de financement de toutes ces organisations terroristes. Mais là où la communauté internationale pourrait travailler, c'est sur les réseaux de blanchiment d'argent, parce qu'ils sont quand même connus, les Iraniens les connaissent, on les dénonce quand même assez fréquemment. Donc, ça serait justement d'aller jouer là-dessus, d'autant plus qu'avec les sanctions qui ont été remises en place par l'ONU, qui s'appelle le mécanisme de snapback, la République islamique est sortie du système bancaire mondial. Donc ça va rendre les choses encore plus compliquées pour eux pour réussir à avoir des liquidités. Donc c'est pour ça que quand on dit on a besoin d'avoir une mobilisation internationale pour soutenir l'opposition iranienne et avancer main dans la main ensemble, il va y avoir un effondrement du régime. Mais on a besoin qu'on nous aide face à des géants comme la Chine ou la Russie. Voilà. Ça, Bonsoir, Mona. Bonsoir. J'avais une question concernant l'action de Trump à la fin de la guerre des 12 jours. Bon, pour moi, il s'est comporté comme un cow-boy. Voilà, je me pointe, je fais ce que je veux, et il a un peu occulté l'action des Israéliens. Et j'ai vraiment l'impression qu'il a sauvé la peau de Khamenei. Comment vous envisagez son action? Est-ce que ce serait compatible avec le fait qu'il veuille voir la chute du régime iranien? Alors, on a beaucoup réfléchi. Pourquoi est-ce que Donald Trump arrête ce soir-là la guerre alors qu'il y a autant de bombardiers israéliens qui sont en route pour un peu mettre le coup final de ce qu'on a compris. Alors, il y a plusieurs hypothèses, que c'était la tombe de Khomeini, ce qu'on appelle Beit el-Ahbari, donc l'endroit où vit Khomeini. Il n'était pas dedans, mais symboliquement faire exploser
tout ce truc dans Téhéran. Donc, donner la dernière impulsion pour dire aux Iraniens, bon, écoutez, on a décapité tout le commandement, on a décapité tous les religieux, à vous de jouer maintenant. Donc, je sais pas ce qu'il fait ce soir-là. J'en ai parlé avec des spécialistes de tous bords qui m'ont dit peut-être que Trump avait peur d'en faire un martyr. Finalement, de dire les Israéliens sont venus, ils ont tué le guide suprême. Moi, j'y crois pas trop, parce que aucun Iranien contre le régime n'allait pleurer en disant « Oh mon Dieu, d'un coup, je suis pro-Khamenei parce que c'est un martyr à mes yeux. » Non, donc ça n'aurait pas marché. Est-ce que c'est pour le protéger Israël de la communauté internationale? Parce que c'est compliqué de venir... Vous savez, quand vous tuez Nasrallah ou quand vous tuez Sinwar, vous tuez des terroristes. Ils sont reconnus comme tels. Mais malheureusement, pour les Iraniens, Khamenei est considéré comme le guide suprême de la République islamique, qui est considéré comme légitime par la communauté internationale. Donc c'est très compliqué pour un État de venir dire « Je vais aller bombarder un autre chef d'État et l'éliminer. » Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui peut expliquer que Trump ait pris cette décision ce soir-là. Ce qui est sûr, c'est que 24 heures de plus auraient peut-être pu être fatales à la République islamique. Peut-être. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de problèmes en interne. Aujourd'hui, celui qui est perçu comme peut-être le successeur évident, c'est Mojtaba Khamenei, qui est donc le fils de Khamenei. Mais la République islamique s'est toujours construite en opposition totale à la monarchie. Donc, leur mot d'ordre, ça a toujours été, nous, contrairement au Shah, il n'y aura pas de legs du pouvoir de père en fils. Donc ça pose un vrai problème parce que ça voudrait dire que Khamenei ne peut pas donner pouvoir à son fils et en même temps, en interne, eh ben, il commence à se bouffer parce que entre ceux qui disent on va trop loin dans l'idéologie, ça va finir par nous coûter le pouvoir et venez, on se contente du trafic de drogue, de détourner les richesses de l'Iran et on se maintient tranquille comme ça. Et ceux qui sont profondément radicalisés et qui veulent aller jusqu'au bout de la fin de l'entité sioniste. Donc il y a quand même des divergences entre eux et surtout il y a beaucoup défections au milieu des forces de répression, dans les forces gouvernementales. Donc tout ça fait que le régime est tellement fragilisé aujourd'hui qu'on ne sait pas comment ça va réagir. On sait que Khamenei va pas tarder à rendre l'âme, hein. Il est vieux, on voit bien qu'il est affaibli, il a peur, il vit cloîtré dans un bunker sans lumière, avec aucun lien à l'extérieur. Donc c'est possible qu'il meure dans les prochains mois. Maintenant, le tout, ça va être aussi pour nous, Iraniens, d'être prêts mentalement à nous dire le jour où l'annonce tombe, ça va être à nous de jouer. On va prendre 3 dernières questions. Merci pour votre intervention. Je voulais vous demander quel est le rôle de l'armée? Est-ce qu'elle est totalement aux ordres du pouvoir ou alors est-ce qu'elle a un certain degré de liberté? Tout ce qui est colonel, généraux, etc. font partie du régime parce que ça leur permet d'avoir la main mise. Maintenant, sur ce qui est des soldats, c'est très différent puisque en Iran comme en Israël, l'armée est obligatoire. Donc les jeunes en fait qui sont dans l'armée, si on reprend les statistiques d'opposition à 85, 90, voire même plus parce que les jeunes sont quand même très anti-régime. Vous savez, on a eu beaucoup d'exemples en 2022 au moment de la mort de Mahsa Amini où des jeunes manifestaient la nuit. Et la journée, ils remettaient l'uniforme de l'armée et ils retournaient sur leur base. On a vu aussi énormément de bases mettre des messages de soutien à l'entrée des bases militaires pour Reza Pahlavi. Donc ils écrivaient Jovic à l'entrée de la base pour dire « Ok, on est militaire, mais nous, on vous soutient ». On a aussi vu beaucoup de bases militaires ouvrir leurs portes au moment où les jeunes étaient pourchassés pour être massacrés dans les rues, pour les faire entrer. Donc les Basiji, donc les forces des gardiens de la Révolution, ne rentraient pas en confrontation directe avec d'autres hommes armés. Maintenant, le problème, c'est qu'ils ont très peur, parce que dès que l'un d'entre eux se rebelle, eh bien, il sert d'exemple aux autres. Mais en tout cas, on sait que le jour où les forces de répression du côté de la République islamique déposeront les armes, on a l'armée avec nous. En tout cas, en très grande majorité. Voilà. Mais on espère qu'ils prendront les armes avant, sans que ça finisse en guerre civile totale. Bonsoir Madame Jafarian. On se connaît un petit peu puisque j'ai participé à vos manifestations, moi depuis que je vous ai rencontré, que je vous ai connu lors de l'appel du 4 juin à l'Assemblée nationale avec Fadila Maroufi, qui va bientôt venir ici d'ailleurs et qui complétera ce que vous expliquez. Et moi, je rebondis sur ce qu'a dit la dame au premier rang, effectivement. Pourquoi la France ne réagit pas plus? Emmanuel Radzavi avance un début de réponse en disant que il y a eu tellement d'entrisme par les voies universitaires, mais ça remonte à 10, 20 ans en arrière, et qui ont infiltré toutes sortes d'administrations ici, que la France, que le gouvernement, on va dire, les élus, les politiques, n'osent pas en fait prendre une position claire contre l'Iran parce que ce sont des agents dormants
hein, qui pourrait, enfin, je veux dire, à tout moment déclencher quelque chose. Et Madame a raison aussi en disant, parce que vous dites, comment dire, que le régime continue de financer, par exemple, d'armées, comment dire, en Cisjordanie, etc. Mais d'où vient cet argent? Et effectivement, oui, c'est le trafic de drogue. C'est le grand problème. C'est effectivement, c'est ça. Et je pense que le nœud du problème est là. Et on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Mais c'est-à-dire que Madame m'a précédé, si vous voulez, parce que moi je voulais effectivement que vous complétiez effectivement en nous expliquant, alors justement l'infiltration, si vous voulez, par tous ces qui sont venus par les voies universitaires, l'Alliance française notamment, qui accueillait les étudiants du monde entier, et là beaucoup d'Iraniens, bon voilà, sont rentrés, hein, c'est ce que, et effectivement, et ont essayé de noyauter, bon voilà. Et puis le nerf de la guerre, parce que j'entends bien que l'Iran, comment dire, est en difficulté, mais n'empêche qu'il continue d'enrichir l'uranium, il continue de fournir des armes, donc ils ont derrière, il y a quelqu'un derrière, et puis il y a le trafic de drogue. Oui, il y a la Chine derrière. Et il y a notamment la Chine, Chine, il y a le trafic de drogue, et il y a l'inaction des gouvernements occidentaux qui doivent se mobiliser si on veut vraiment couper financièrement le régime qui aujourd'hui est le nerf de la guerre. Si demain ils n'ont plus de liquidité, ils ne peuvent ni financer le terrorisme, ni le développement de l'uranium, ni les forces de répression interne. Donc c'est là-dessus où nous on milite beaucoup et tout notre travail d'activiste, c'est justement d'essayer de couper les sources de financement du régime. Et pour ça, on a besoin d'un peu de bonne volonté de la part des Européens. Les Américains se bougent un peu, mais c'est toujours pas ça. Mais en tout cas, ça avance dans la bonne direction pour le moment. J'ai juste précisé une chose, c'est on n'utilise plus le terme de Cisjordanie, mais Judée-Samarie. C'est officiel. Pardon, moi j'ai pas arrêté de le dire. Bonsoir. Moi, je voudrais d'abord vous remercier pour toutes les actions que vous menez pour contacter les députés, les sénateurs et tout. Et sur ça, je voulais vous demander quelles autres actions vous pensez qu'on peut faire. Est-ce que vous allez essayer aussi, surtout, mobiliser le diaspora iranienne, que ce soit en France ou en Europe, pour que chacun, pour une action coordonnée, que chacun contacte son député, son sénateur pour... Vous êtes iranien? Oui. Oui, c'est ça. Je le sais. Il est de Haute-Savoie. J'ai reconnu l'accent de ma mère. En fait, alors la coordination est vraiment meilleure maintenant. Quand on a commencé il y a 3 ans, quand on a commencé il y a quand on a commencé il y a 3 ans, c'était très compliqué parce que finalement on s'est tous lancés dans l'activisme comme on pouvait avec les moyens du bord. Mais aujourd'hui, notamment grâce aux réunions qui ont été organisées par Reza Pahlavi, on a vraiment un réseau aujourd'hui d'activistes à travers l'Europe. Où quand quelqu'un, voilà, juste avant de venir, j'ai reçu une lettre qui va être envoyé au Parlement britannique pour demander justement au Parlement britannique de soutenir officiellement Reza Pahlavi dans l'opposition et de nous aider. Eh bien, tous nos collectifs partout en Europe, aux États-Unis, au Canada ont signé. Et nous, on va lancer la même action maintenant en France parce que il a réussi à connecter finalement tous ces gens qui étaient un peu partout et qui savaient pas comment s'organiser entre eux. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que c'est plus compliqué, par exemple pour les manifestations, etc., parce que les Iraniens, ils sont compliqués, quoi. C'est, il faut pas faire ça, il faut pas dire ça. Moi, je viens s'il y a pas ça. Moi, je viens pas si. Donc, je vous avoue que tout ce qui est de rue, moi, j'ai arrêté parce que pour ma santé mentale, je dis débrouillez-vous pour les manifs, je viendrai, mais voilà. Mais par contre, sur les actions politiques, on est beaucoup mieux organisé et on arrive à faire beaucoup plus mal qu'avant. Voilà. Il n'y a plus de rassemblement, alors? Si, mais c'est plus nous. On laisse les autres les organiser et nous, on vient juste avec notre drapeau. Voilà. Pour ma santé mentale, c'est bien. Voilà. Bonsoir. J'avais une question concernant les gardiens de la Révolution. Il y a une différence me semble-t-il, entre le régime des mollahs et les gardiens de la Révolution eux-mêmes, et cette organisation un peu oligarque qui se fait très discrète. Ne pensez-vous pas que le basculement du régime et la fin du régime des mollahs pourrait venir des oligarques, des gardiens de la Révolution, à partir du moment où ils auront compris qu'ils pourraient préserver leurs avoirs, leurs fortunes à l'étranger et partir un peu comme les cadres du Hamas?
Alors, les gardiens de la révolution, en fait, leur nom est dessus, hein, les gardiens de la révolution islamique. Donc, en fait, c'est une milice qui a été mise en place par Khomeini pour protéger la République islamique. Donc, c'est vraiment les plus fidèles soldats du régime, les plus fanatiques et ceux qui ont le plus de pouvoir. Aujourd'hui, vous savez, dès le début de la guerre de 12 jours, Khomeini a lâché les pouvoirs aux gardiens de la révolution parce qu'il s'est dit, si je me fais éliminer, il faut que quelqu'un soit là pour prendre la relève et éviter que le régime s'effondre. Donc les gardiens de la révolution, depuis plusieurs mois maintenant, ont vraiment beaucoup plus de pouvoir qu'ils n'en avaient déjà. C'est très compliqué parce que déjà idéologiquement, c'est des gens qui sont particulièrement endoctrinés. C'est ceux qui ont le sang du peuple iranien sur les mains aussi. Donc ça rend les choses d'autant plus difficiles. Mais ils représentent aussi le plus grand risque parce qu'effectivement, ils pourraient jouer la carte de la réforme en disant on s'est débarrassé des mollahs, donc du côté religieux. Nous, finalement, on n'est pas comme eux. On était juste une branche militaire et nous, on est OK pour faire des réformes. Donc c'est pour ça que nous, on milite aussi beaucoup pour dire attention, la révolution des Iraniens, ça se limite pas à un voile sur la tête. Donc si demain, les gardiens de la révolution font tomber Khomeini et vous disent les femmes iraniennes n'ont plus à porter le voile dans la rue, ne pensez pas qu'on a gagné. Il s'est rien passé. En fait, on a juste amélioré la façade, mais le nerf de la guerre est toujours le même, l'idéologie est toujours la même. Par contre, ce sur quoi on peut compter, c'est que sur les forces de répression en bas de l'échelle, qu'il y ait des gens qui déposent des armes. Ça, c'est possible. Par exemple, ceux qui n'ont pas de sang sur les mains, qui se disent, bon, stop. Ce régime va pas tenir, c'est moi qui vais me retrouver à la fin face au peuple, eux ils vont tous se barrer, donc autant que j'arrête de tuer, que je pose mes armes et que je rejoigne le peuple. Ça c'est notre espoir. Mais il n'y a aucun espoir à avoir des hauts dirigeants, des gardiens de la révolution qui sont voire même pires que les mollahs. Une toute dernière question, madame. Bonsoir madame, merci beaucoup de votre intervention et nous sommes ici plusieurs à vous avoir vu pendant plusieurs semaines place de Trocadéro, pouvoir effectivement soutenir les otages. Merci. Ma question c'est que juste après la guerre des 10 jours, il y a eu, paraît-il, 7 à 800 arrestations. Est-ce que vous savez s'il y avait beaucoup de juifs pendant ces personnes arrestées? Est-ce que vous avez des renseignements ou pas? En fait, ma question de base, qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 10 jours pour la communauté juive iranienne? Si vous avez des renseignements là-dessus, merci. Oui, d'ailleurs, il y avait une fake news qui s'était propagée où on disait 700 à 800 juifs iraniens à arrêter, alors que c'était vraiment 700 à 800 personnes. Et il y avait, je crois, de mémoire, 7... Ils disaient juifs carrément? Ils disaient juifs? Non, c'était des Iraniens et dedans, il y avait une dizaine de juifs iraniens. Alors, heureusement pour eux, aucun d'entre eux n'a été exécuté et la majorité a été relâchée concernant les juifs iraniens. Par contre, concernant les autres Iraniens, après coup, le régime lui-même a avoué que c'était 21 000 personnes qui avaient été arrêtées et il y a eu plus d'une dizaine d'entre eux exécutés dans les premiers jours. Et aujourd'hui, tous les jours, on a des annonces d'exécution d'Iraniens sous l'accusation d'espionnage pour Israël que le journal, alors apparemment je le dis très mal, mais Haaretz, je sais pas comment on dit. C'est bien. C'est ça? Haaretz. Voilà. Vient d'en plus mettre une cible dans le dos de tous les Iraniens et avec un dernier article terrible qu'ils ont écrit pour dire que tout Iranien qui soutenait Reza Pahlavi était un agent à la solde d'Israël. Donc chaque Iranien qui aujourd'hui est arrêté en Iran et qui a manifesté contre le régime peut être condamné à mort à cause de leur article. Voilà. Vous pouvez applaudir Mona Jafarian, merci infiniment. Nous n'avons pas terminé. Nous n'avons pas terminé. Mona, nous n'avons pas terminé. En espérant que ça marche, techniquement, notre ami Jacques Sebag, membre éminent de notre communauté, a préparé un clip en l'honneur des femmes iraniennes et des femmes afghanes. Je vous demande de vous lever, de vous retourner. Il va passer ce clip et nous dire un petit mot.